Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Noélie Delahaye, chercheure à l'IRES. Je suis aussi professeure associée à l'ISTO de l'Université Rennes 2 et associée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Alors, j'interviendrai aujourd'hui plutôt sur l'épargne salariale, puisque j'ai fait ma thèse là-dessus dans le cadre d'une cifre conclue avec Saint-Gobain et le Centre d'études de l'emploi et du travail. Et je vais axer, avant de rentrer dans le fond de la présentation, je propose d'introduire mon propos en rappelant que les dispositifs d'épargne salariale sont vraiment une spécificité en comparaison internationale. Pourquoi? Parce que déjà, il existe un dispositif obligatoire dans les entreprises de 50 salariés ou plus, à savoir la participation bénéfice, parce que ce sont des dispositifs qui ont toujours été encouragés par les pouvoirs publics par le biais d'un système fiscal et social favorable à la fois pour les employeurs et pour les salariés. Ce sont aussi des dispositifs anciens. Le premier dispositif a été mis en place en 1959, à savoir l'intéressement. Puis, en 1967, on a vu la mise en place de la participation et des plans d'épargne d'entreprise. Néanmoins, ce sont des dispositifs qui se développent réellement à partir du début des années 80, dans un contexte donc, de remise en cause du compromis salarial fordiste, qui était fondé sur la redistribution des gains de productivité anticipés et l'indexation des salaires sur les prix. Dans les années 90 et 2000, on assiste à un regain d'intérêt pour ces dispositifs dans un contexte de financiarisation du régime de croissance. Et là, les employeurs ils voient dans l'actionnariat salarié un moyen aussi de stabiliser le capital de l'entreprise face aux stratégies de maximisation de la valeur actionnariale menées par les investisseurs institutionnels. Donc voilà, l'épargne salariale est aussi fréquemment mise en avant dans le débat public. Elle est fréquemment envisagée comme un moyen de redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés dans un contexte de stagnation des salaires. On l'a vu très récemment face au retour de l'inflation. Elle est aussi présentée comme un outil de rééquilibrage du partage de la valeur, et c'est dans ce contexte que se sont multipliées les incitations, voire les injonctions à développer l'épargne salariale, en particulier dans les petites entreprises. Donc, dans ce contexte, je propose d'axer mon intervention sur deux points. D'abord, le lien entre épargne salariale et actionnariat salarié, et ensuite, revenir un peu sur la diffusion de l'épargne salariale en France, notamment insister sur son caractère, une diffusion assez inégale et potentiellement inégalitaire. Alors, sur le premier point, donc là, je m'appuierai sur les données existantes, notamment les données de l'enquête PIPA menée par la DARES. PIPA signifie participation, intéressement, plan d'épargne entreprise et actionnariat salarié. Donc, ces données montrent que les plans d'épargne entreprise et les fonds communs de placement sont les principaux vecteurs de constitution d'un actionnariat salarié en entreprise. On voit que 44% des entreprises qui vont effectuer des opérations d'actionnariat salarié réalisent ces opérations en lien avec un PE ou un fonds commun de placement. Néanmoins, ça marche d'autant mieux lorsque l'actionnariat salarié est associé à la mise en place de plusieurs dispositifs d'épargne salariale. Ainsi, 5% des entreprises qui ont un actionnariat salarié développent en parallèle un seul dispositif d'épargne salariale. A contrario, plus de 35% d'entre elles vont mettre en place l'ensemble des dispositifs, à savoir intéressement, participation, PE, etc. Donc voilà, donc si l'épargne salariale demeure bien le principal vecteur de constitution d'un actionnariat salarié, il faut quand même souligner que l'actionnariat salarié est loin d'être une pratique généralisée. Quand on regarde dans l'ensemble de l'économie, seulement 1,5% des entreprises en 2021 ont un actionnariat salarié, et ça concerne 4,9% des salariés. Et donc, évidemment, c'est l'apanage des sociétés cotées ou entreprises appartenant à des sociétés cotées. J'en viens maintenant à mon deuxième point. Donc, il me semble important d'insister sur le caractère encore un peu inégal de la diffusion de l'épargne salariale en France. Donc, vous le savez, ce sont des dispositifs qui ont toujours été encouragés par l'État. Ça concerne aujourd'hui plus de la moitié des salariés en France. Donc, plus de la moitié des salariés sont couverts par au moins un dispositif.
ce sont des sommes très importantes. En 2022, toujours selon les données de l'enquête PIPA, un salarié bénéficiaire perçoit en moyenne 2 920 € par an au titre de l'épargne salariale. Ça représente plus de 7% de sa rémunération. Et une majorité d'entre eux vont épargner les sommes reçues dans des plans d'épargne entreprise, 66% d'entre eux. Néanmoins, il y a des différences de couverture encore importantes selon le secteur d'activité. Plus de 8 salariés sur 10 sont couverts par l'épargne salariale dans des secteurs comme les activités financières et assurances ou certains secteurs industriels. A contrario, dans les secteurs des services comme l'hébergement-restauration, c'est beaucoup moins développé puisque moins de 3 salariés sur 10 sont couverts. On a des différences également selon la taille de l'entreprise et les niveaux de salaire, c'est-à-dire les rémunérations versées par les entreprises. C'est notamment ce que montre ce tableau duquel on peut dégager 3 principaux constats. D'abord, les salariés les moins bien rémunérés sont moins fréquemment couverts par des dispositifs d'épargne salariale. Donc, je m'appuierai sur le chiffre de 27,2% que vous voyez en bas. On voit que seulement 27,2% des salariés les moins bien rémunérés sont couverts par un dispositif, contre 53% en moyenne. Et évidemment, les salariés les mieux rémunérés sont plus fréquemment concernés. Ces inégalités vont se reporter également sur la propension à percevoir une prime. Les moins bien rémunérés sont moins nombreux à percevoir une prime, alors que les mieux rémunérés, donc plus de 90% d'entre eux, vont percevoir une prime. Si on rapporte ça à l'ensemble des salariés, finalement en 2022, seulement, donc on voit que 46% des salariés ont effectivement perçu une prime, donc sur l'ensemble de l'économie, et les moins bien rémunérés, donc près de 2 sur 10, ont perçu une prime, contre plus de 6 salariés sur 10 parmi les mieux rémunérés. Enfin, dernier constat, donc, on a une différence importante selon la taille. Plus la taille de l'entreprise augmente, plus la propension à être couvert augmente, de même que la propension à recevoir une prime. Dernier point, au-delà du caractère inégal et potentiellement inégalitaire de l'épargne salariale, il convient de souligner que les sommes versées au titre de l'épargne salariale peuvent, dans certains cas, donc ça je parle de moyenne, se substituer à moyen terme aux augmentations de salaire. Et c'est d'ailleurs ce que suggère ce graphique que j'ai repris dans l'annexe 4 du projet de loi 2025 de financement de la sécurité sociale. Donc en fait, il montre donc courbe en bleu une évolution beaucoup plus dynamique des sommes versées au titre de l'épargne salariale, plus dynamique que la masse salariale, donc courbe en vert pointillé. Autrement dit, les sommes, les dispositifs d'exemption d'assiette que sont les dispositifs d'épargne salariale évoluent d'une façon plus dynamique que l'assiette des cotisations, ce qui s'explique par une substitution sur le long terme aux rémunérations ordinaires. Donc ça, c'est des effets qui ont été montrés aussi par des études économétriques. Je renverrai à une étude que j'ai menée avec Richard Duhautois sur des données d'entreprise entre 2000 et 2008, et plus récemment une étude menée par le Conseil d'analyse économique sur les effets des dispositifs de partage de la valeur sur les salaires. Donc c'est une note de juillet 2023. Pour conclure, donc j'insisterai sur 2 points. Donc le premier est que l'actionnariat salarié est loin d'être une pratique généralisée en France. Le deuxième point est que certes, l'épargne salariale est un vecteur central de constitution de l'actionnariat salarié, mais sa diffusion reste quand même inégale et potentiellement inégalitaire, ce qui soulève finalement la nécessité de mieux penser l'articulation entre épargne salariale et actionnariat salarié et les leviers possibles. J'en proposerai 2. Le premier, c'est peut-être de revenir aux finalités initiales de l'épargne salariale, c'est-à-dire un dispositif destiné à alimenter des fonds communs de placement en entreprise et non comme un moyen de redonner du pouvoir d'achat aux salariés comme ça l'est envisagé fréquemment, suivant les événements conjoncturels dans le débat public. Un deuxième levier serait de penser, donc là c'est plus lié aux questions de gouvernance, mais de penser en complément d'autres formes de participation
des salariés, afin qu'ils soient davantage impliqués dans les décisions de gestion de l'entreprise, et pas seulement que ça ne se limite pas à une participation financière dans l'entreprise. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Noélie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que... Oui, monsieur. Alors. Oui, bonjour, Philippe Hermann de la FAS. Vous avez montré une courbe qui était très intéressante, deux courbes très intéressantes, l'évolution de la masse salariale d'une part et d'autre part de l'épargne salariale. Or, on s'aperçoit que dans la période 2008-2017, il y a un tassement. J'aurais fait conjoncturel sur deux exercices. Bon, il y a une certaine coïncidence à laquelle on pense tout de suite, c'est avec la création puis l'aggravation du forfait social. Est-ce que vous avez analysé aussi d'autres facteurs expliquant cette évolution, ce tassement? Ce tassement, il est lié en effet à des évolutions législatives, mais pas que. Il y a aussi des événements conjoncturels. C'est une conjonction de ces deux facteurs. Enfin, je ne vois pas d'autres. Et donc là, on voit bien aussi le tassement en 2020, la chute en 2020 qui s'explique par le contexte conjoncturel. Moi, il me semble que c'est surtout le contexte conjoncturel qui va expliquer ces évolutions. Est-ce que quelqu'un a une autre question? C'est une question parce que je rebondis sur ce que vient de dire Philippe. Quand est-ce qu'il a été institué, moi je n'ai pas le souvenir, le forfait social, il a été institué quand? En 2008, il me semble, pour la première fois. Ouais. Donc, et est-ce que la loi, il me semble que la loi Pacte l'a baissé, non? Alors, par contre, oui, en complément, en effet, il a été introduit en 2008. Il me semble qu'il était à 2% initialement. Et lorsque Hollande est arrivé au pouvoir, il a été porté à 12%, ou progressivement augmenté à 20%. Ouais. Oui, Pierre Ravet, Fondacte. C'est peut-être plus une remarque qu'une question, mais ce qui serait intéressant, c'est de faire apparaître également la courbe de l'inflation. Ça amène un tas de réflexions qui sont pas mal dans la presse en ce moment sur de quelle manière les salaires suivent ou suivent pas, de quelle manière le partage est équitable ou pas équitable. Enfin bon, tout un tas de sujets qu'on connaît bien. Donc je pense que faire apparaître la courbe de l'inflation, puis deuxième remarque, effectivement 2020, c'est un peu normal que la courbe bleue décroche, parce que la définition même du partage de la valeur, c'est qu'il faut partager quelque chose. En 2020, il y avait peut-être un problème de ce côté-là, malheureusement, avec le passage du Covid. Donc, mais le point essentiel pour moi, c'est l'inflation. Oui, bonjour. Oui, enfin, n'importe. Marc Véron, adhérent Fondacte et consultant. Sur la substitution entre épargne salariale et salaire, je pense qu'il ne faut pas se limiter à une comparaison de courbes entre masse salariale et puis évolution. Il faut aller plus en détail. Et moi, j'ai connaissance d'une autre étude qui montre que les entreprises qui sont les plus généreuses en termes de salaire sont aussi les entreprises qui sont les plus généreuses en matière d'épargne salariale. Ce qui voudrait dire quand même qu'il n'y a pas de substitution, puisque là, il y a plutôt une addition et pas une soustraction. Donc, je pense qu'il faudrait un peu creuser le sujet et pas se limiter à de la macro, mais à regarder un peu plus en détail dans les entreprises qui donnent le plus, de voir quel est le niveau de salaire. Et moi, à ma connaissance, dans ces études, les niveaux de salaire sont supérieurs dans les entreprises qui donnent le plus. En effet. Alors après, quand on regarde sur les données et qu'on procède à des analyses toutes choses égales par ailleurs, notamment à partir de méthodes d'évaluation, vous avez raison, les entreprises qui développent l'épargne salariale sont celles qui versent déjà des rémunérations plus élevées. Mais lorsqu'on contrôle toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire le fait que ce sont des entreprises
particulières, il y a des salariés plus qualifiés, enfin, il y a plein d'effets de structure qui vont expliquer ces niveaux-là. Quand vous contrôlez ces effets de structure, à moyen terme, on observe bien quand même une substitution. Il y a plusieurs études qui l'ont montré, et en effet, ce sont aussi des entreprises qui sont les plus productives, hein, qui vont développer l'épargne salariale. Mais pareil, des fois, la causalité, elle n'est pas très nette. Et donc là, il faut recourir à des méthodes d'évaluation, type appariement, pour contrôler tous ces effets-là. Alors, ce que je dis là, nous, on a étudié sur le cas de l'intéressement. On a suivi des entreprises pendant 8 ans. La première année, il n'y a pas d'effet de substitution, parce que justement, la loi interdit ces effets-là, mais à moyen terme, en effet, au niveau macro, un effet moyen, c'est un risque quand même de substitution, mais les rémunérations continuent d'évoluer quand même à la hausse. Ce que ça change, c'est la structure de la rémunération, en fait. Voilà, je crois que ça va être notre dernière question à monsieur. Oui, Benoît Sertag de la CFDT, du comité intersyndical de l'épargne salariale. Pour nous, l'épargne salariale, c'est l'occasion de faire de la redistribution. Vous vous expliquiez comment on peut limiter les effets effectivement sur les salaires au salaire. Un des éléments de redistribution, c'est la manière dont on redistribue l'intéressement et la participation, si on le fait en uniforme ou pas. Puis un autre moyen, ça peut être par les effets d'abondement, par exemple. Est-ce que vous avez regardé l'impact de l'abondement sur la manière dont les gens placent ou pas leur argent ? Alors, non, je n'ai pas regardé, mais il est évident que les entreprises qui vont verser des abondements plus généreux vont inciter davantage leurs salariés à épargner dans des plans d'épargne d'entreprise. Et